Bonjour à tous, Bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale transmission. Euh, on va attendre quelques minutes que les participants se connectent. Il est 9h01. On va leur donner quelques minutes. En attendant, on va donner quelques petites informations pratiques. La webconférence est enregistrée, sera disponible en replay sur le site de l'Ordre. On partagera aussi le support aux inscrits. Il sera disponible après la webconférence. Donc, le thème qu'on avait à développer aujourd'hui, c'est la mission de due diligence financière de l'expert comptable. Euh, et pour cette session, on a la chance d'être accompagné par Florian Brosseau, qui est M&A chez Service Partners. Enchanté. On va se présenter dans quelques minutes. Pour ma part, je suis associé chez Ridge Conseil. Je fais de la due diligence financière et je fais ce travail depuis plus d'une décennie, ce qui permet de voir plusieurs cycles et plusieurs cas de figure. Et je suis ravi d'être avec vous ce matin pour, on va dire, démystifier cette mission encore un peu méconnue des experts comptables. Bon, pas de son. Isabelle, je pense que le son fonctionne bien de notre côté, donc vérifiez vos écouteurs. On Ouais, va, c'est on va bon, ça a l'air commencer. d'être réglé. Ouais, ça a l'air d'être réglé. Ok. Euh, alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la mission de due diligence financière de l'expert comptable. On a choisi ce thème parce que c'est une offre de service qui est encore méconnue, à notre sens. La majorité des cabinets d'expertise comptable ne vont pas aller directement vers la due diligence financière. C'est une mission qui peut paraître un peu atypique pour un expert comptable, mais on va démontrer que c'est l'interlocuteur privilégié, c'est un interlocuteur parfaitement légitime pour ce type de mission. Parce qu'il dispose déjà des compétences techniques et puis de capacités d'analyser toutes les sources d'informations. On se présente rapidement. Je m'appelle Sacha. Je suis associé chez Ridge Conseil. J'ai fait 12 ans de due diligence financière surtout en environnement de grands cabinets. Je suis passé par Deloitte, EY. J'accompagne tout type et toute forme de société, à l'achat comme à la vente. Et puis en termes de secteur, on aimerait bien dire qu'on est sectorisé, mais en réalité, on est très généraliste, Florian et moi. Et ça me permet de vous présenter Florian. On a la chance de l'avoir avec nous. Florian, est-ce que tu peux dire deux mots sur ton Ouais, parcours ouais, merci Sacha, enchanté, merci pour l'invitation, merci Claire pour l'organisation de cette conférence. Donc, peut-être comme mentionné par Sacha, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous fasse un petit peu un retour d'expérience du rôle qu'ont pris les experts comptables avec lesquels j'ai pu travailler durant des opérations M&A durant ces 5 dernières années. Donc, en quelques mots, donc moi, je suis spécialisé, on va dire, j'ai un vernis tech, mais généraliste, plutôt à destination des TPE et ETI. Donc, globalement, on va dire, si on démystifie un peu ce point-là, c'est entre des sociétés qui font entre 1 million de REX et 10 millions. C'est à peu près notre terrain de jeu. Et donc, j'ai cofondé Service Partner en 2026. On est une jeune boutique avec un associé senior avec qui j'ai eu l'occasion de travailler chez Amala Partners, qui était mon ancienne maison. Et donc, on capitalise voilà, sur 65 transactions et un petit peu plus de 25 ans d'expérience. Donc, on se dédie principalement aux entrepreneurs B2B et tech, mais on est intervenu sur pas mal de sujets un peu divers, notamment le désamiantage ou l'alimentation animale. Donc, on touche à pas mal de choses. Et donc enchanté de vous parler aujourd'hui. Et donc, vous l'aurez compris, d'avoir un regard croisé entre un expert comptable, spécialiste de diligence financière, et notre interlocuteur principal, le chef d'orchestre d'un processus de transmission qui est finalement le M&A, Florian et Service Partners. Donc, en fait, c'est une chance d'avoir ce regard parce que Florian va pouvoir nous repositionner dans le contexte global de la transaction qui commence bien avant qu'on prenne les chiffres de la balance générale ou du FEC et qui continue bien après le livrable qu'on peut faire en due diligence financière en tant qu'expert comptable. Bien sûr, je pense à mon confrère Alexandre Tellier qui racontait au dernier webinaire que sa mission en tant qu'expert comptable dépasse parfois le côté chiffré, puisqu'il fait aussi de la recherche de cibles, l'accompagnement légal dans la rédaction du protocole. Voilà, un expert comptable, ce n'est pas que dans la production de chiffres. Cela dit, la mission de due diligence financière, on est sur une phase très spécifique du processus de transmission
qui est la fiabilisation des chiffres, de la valorisation de la transaction. Ouais. Et puis, vous êtes le tiers de confiance. Enfin, l'expert comptable, c'est le vrai tiers de confiance pour les entrepreneurs, pour lesquels, pour la plupart, c'est leur première opération. C'est des enjeux qui sont très clés d'un point de vue capitalistique et d'un point de vue aussi humain, parce que c'est souvent des aventures entrepreneuriales. Et donc, le rôle de l'expert comptable, il est très large, comme l'expliquait Sacha, parce que vous connaissez tout l'historique de la société et vous êtes capable de retracer un petit peu son histoire et son parcours. Donc, pouvoir s'appuyer sur des experts comptables, c'est très clé pour le M&A en tout cas. Alors, sans plus attendre, on va vous présenter un petit peu la structure de ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Déjà, on va parcourir le cadre d'une mission de due diligence financière pour l'expert comptable. On va décrire rapidement les étapes d'un projet de cession. Et puis, on va se remonter les manches pour aller un petit peu dans la technique, pour regarder les livrables et les analyses clés. On va parler d'agrégats financiers et de techniques, en fait, de formation d'un prix qui se retrouve dans un protocole ou un SPA. Alors, sur cette frise chronologique, et encore une fois, vous aurez le support à la fin de cette présentation, j'ai voulu attirer l'attention sur le rôle de conseil de l'expert comptable. Donc, conseil, pensez à vous, c'est votre rôle de conseil dans le cadre d'un processus de transmission. Et vous voyez sur le milieu de la frise, le rôle de conseil de l'expert comptable est clé sur la phase après la lettre d'intention, donc la LOI. La LOI fixe les termes de l'intention de l'acquéreur et donc est contresignée par le cédant. Les termes sont assez génériques et assez, on va dire, restent sujets à due diligence, et c'est tout l'intérêt de faire du travail d'analyse de votre part pour faciliter, fluidifier les discussions autour des chiffres. Donc là, le but, c'est d'étayer le prix, de quantifier les risques, de dire attention, là, il va falloir rédiger une clause spécifique dans le SPA, dans le protocole de cession, recommander des protections, et puis surtout défendre les intérêts de votre client. Là, on n'est pas dans la comptabilité, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réglementation, il y a une pratique de marché. Donc, qu'est-ce qui est en l'avantage de votre client? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? L'objectif, c'est pas d'être hors marché parce que de suite, les négociations vont mal se passer. Due diligence pré-signature. Ensuite, sur les phases légales, on va dire, de signature du contrat de cession, évidemment, il y a une vérification que tous les risques identifiés en due diligence financière, mais pas que, sont bien traduits. Donc, il y a un travail de vérification, de cohérence. Mais ensuite, il y a plus d'opérationnel, plus de légal que de comptable. Tu partages, Florian, ça reflète un petit peu ton expérience? Ouais, complètement. Non, c'est vrai que l'implication de l'expert comptable, elle est tout au long du process et la réactivité et votre présence en fin de process, elle est essentielle pour qu'on puisse bien finaliser les termes des contrats. Top. Pour ce qui est du cadre, on va dire, des missions donc prévues par l'ordre. Sur le site de l'ordre, vous verrez qu'il y a 2 lettres de mission type qui sont la mission d'accompagnement de l'expert comptable à la transmission, donc à l'attention du cédant, et à l'attention du repreneur. C'est des lettres de mission qui sont prévues par l'ordre. Donc en fait, c'est pas vraiment en dehors du champ de l'expert comptable. Voilà, faut pas s'interdire de servir des missions comme ça parce que c'est tout à fait des missions qui sont prévues par le texte. Donc le point clé, c'est que une transaction pour bien la servir et identifier, on va dire, les risques comptables et financiers, identifier le périmètre. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est tout le temps des sujets. Est-ce qu'il y a une SCI dans le périmètre ou est-ce qu'elle est hors périmètre? Est-ce que la holding patrimoniale du gérant est inclue dans ce périmètre? Est-ce qu'il y a des parties liées, des intérêts minoritaires? C'est super important. C'est toujours des sujets de due diligence. Donc, le périmètre, clé. Date de communication de délivrable. Certains processus sont plus rapides, compétitifs que d'autres. Quand il y a 10 personnes intéressées par une société, la société est en rapport de force très avantageux par rapport à ses acquéreurs potentiels et ils vont forcer, grâce à Florian qui va tenir la cadence, mais ils vont forcer un rythme assez soutenu aux acquéreurs pour que pas s'éterniser en due diligence. Ça peut amener à des semaines un peu péchues.
il faut aussi se focaliser sur le périmètre exact des analyses à effectuer. On ne peut pas dire on va vous accompagner dans la transmission d'entreprise. Enfin, c'est beaucoup trop vague. Pour un expert comptable, il faut lister exactement ce qu'on fait. Donc, je vais faire une analyse de prix, de volume sur le chiffre d'affaires. Je vais ensuite analyser la composition des marges par ligne de produit, par géographie. Je vais analyser les charges de personnel. Je vais faire des rapprochements au livre de paye. Voilà, c'est vraiment des procédures précises de due diligence financière. Il faut lister précisément ce que vous allez faire. Les honoraires, on n'aime pas parler d'honoraires parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait, quand on intervient en tant qu'expert comptable, on dit oui, je vais faire une due diligence d'acquisition ou de cession d'ailleurs, on fonctionne un peu à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas parfois combien d'entités sont dans le périmètre. C'est vous dire un petit peu le flou ambiant. Donc, on a une LOI, on sait qu'il y a un acquéreur qui est intéressé. On ne peut pas vraiment s'engager sur une volumétrie de travaux. Donc, on met un volume budgété en espérant que ça ne soit pas décorrélé de la réalité. Mais voilà, les honoraires sont par nature et par essence assez fluides, d'où l'intérêt de faire du reporting régulier à votre client. La durée d'intervention, le jalonnement des livrables, ça c'est de la pure hygiène de communication à vos clients. La règle, c'est que vous l'appelez, si vous ne l'appelez pas tous les jours, au moins tous les 2 jours. Voilà. C'est le rythme attendu, on va dire, parce que on va dire, tout le monde autour de la table est assez galvanisé par le processus. Comme l'a très bien dit Florian, c'est parfois l'aboutissement d'une carrière. Une transmission d'entreprise, c'est pas anodin pour un fondateur. Donc, il va falloir être réactif. Et le rythme attendu est voilà, de la communication de la part des experts comptables, de la transparence, et puis, on va dire, du confort, apporter du confort, de la rassurance. Donc, point clé, le calendrier est parfois mouvant. Ça, c'est un peu à l'image des honoraires. Comme le périmètre de la mission, ce qu'on trouve au cours d'une mission de due diligence n'est par nature pas connu d'avance. Il se peut qu'il y ait des problèmes de calendrier, donc il ne faut pas partir en disant « Ok, je vais faire ça en 2 semaines et puis pas un jour de plus ». C'est jamais possible. On a parfois des bonnes surprises, mais souvent, c'est plutôt des dépassements, des délais supplémentaires. La réactivité accrue de l'expert comptable, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et puis, la raison pour laquelle on a voulu faire ça avec Florian, c'est parce que en fait, ce n'est pas l'expert comptable seul qui va rendre sa mission en toute autonomie, indépendance. C'est vraiment un écosystème. Vous intervenez dans une chaîne de valeur qui inclut le M&A, parfois un fonds d'investissement qui est un investisseur financier, le dirigeant, le DAF, le fondateur actionnaire. Donc voilà, c'est autant de personnes différentes autour de la table avec qui il va falloir concerter. Et là, je ne parle pas de conseil, parce qu'aux côtés de la due diligence financière et de l'expert comptable, vont se trouver une série d'experts. Des experts parfois immobiliers, parfois fiscaux, de l'expertise légale évidemment, RH. Donc, vous pouvez imaginer autant d'expertise que nécessaire. Évidemment, ça dépend de la nature de la transaction et des risques. Florian, est-ce que typiquement sur une transaction, on va dire, de PME, ça arrive souvent d'avoir de multiples workstreams de conseils. Oui, complètement, complètement. En fait, c'est même, alors ça va dépendre bien évidemment de la taille de la société, de son secteur, mais c'est clair que nous, en tant que M&A, on a l'occasion de travailler avec tout un tas de conseils, d'auditeurs qui sont spécialisés chacun sur une verticale et sur lequel on a un vrai enjeu, on va dire, on va dire de faire travailler tout le monde un peu en symbiose et de paralléliser les travaux. Je reviens peut-être sur le point du périmètre que Sacha a évoqué. En fait, il faut que vous ayez bien en tête que le périmètre, vous n'allez pas être tout seul à le définir. Vous allez faire votre recommandation, mais vous allez aussi parler avec le M&A, parler avec l'entrepreneur, le fonds d'investissement et les autres conseils pour vous mettre d'équerre et d'avoir, on va dire, le même périmètre d'analyse que les autres entités. Et donc ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Vous n'êtes pas tout seul au moment de réaliser ce sizing des analyses que vous allez devoir réaliser. Et donc, ça va vraiment cadrer. Peut-être sur les honoraires également, il faut que vous ayez en tête qu'il faut que vous ayez une lecture critique de l'information qui est disponible. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en tête, effectivement, est-ce qu'il y a une société, est-ce qu'il y a plusieurs sociétés, est-ce que les comptes sont déjà consolidés ou non. En fait, c'est tout un tas de petites analyses et peut-être, on va dire, recherches complémentaires qui vont vous faire passer un petit peu plus de temps dans votre phase d'audit.
Et dernier élément qu'il faut avoir en tête, c'est la disponibilité de l'information. Effectivement, Sacha parlait de timing qui est un petit peu resserré pour certaines opérations. Il faut que vous ayez en tête que si vous crantez, on va dire, une durée, on va dire, de périmètre de vos analyses de 2, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas, il faut que vous soyez sûr d'avoir l'information pour débuter vos analyses. Parce que sans ça, vous allez vite vous retrouver face à des murs qui vont vous empêcher d'avancer et sur lesquels on risque de venir vous demander de performer, de réaliser des analyses. Sauf que vous allez vous retrouver bloqué. Donc, c'est vraiment essentiel au début de votre mission d'avoir une vision claire de ce qui est disponible, de ce qui n'est pas disponible et une timeline, on va dire, de disponibilité de l'information. Ouais, c'est super important ce que tu viens de dire, Florian, parce que je me rappelle dans une vie antérieure en audit, moi je faisais des demandes de documents aux clients, c'était des demandes tout à fait, tout à fait obligatoires, le client n'avait pas le choix que de les produire ou pas. Et tant qu'il les produisait pas, moi je restais et puis j'avais toujours ma demande en attente. Ouais. Et tant que la demande était en attente, je pouvais pas émettre l'opinion. Donc voilà, c'était un rapport de force différent. En due diligence, c'est une mission qui est non normée. Ça veut dire qu'on peut en faire aussi peu ou autant qu'on veut, en fait, ou autant que le client a besoin. Ça nous est déjà arrivé de descendre dans le cube commercial avec des terrains entiers de fichiers pour détricoter les effets prix volume mix voilà, par géographie, par produit, par sous-référence de stock. Donc, ça, c'est pas des choses qu'on sait par avance, ça va être le besoin de confort de l'investisseur et le besoin de transparence du vendeur. On peut très bien se dire, bah, si j'aide une société à se vendre, je vais mettre toutes les chances de mon côté en produisant déjà. Ah, alors, on a eu une petite erreur côté Sacha. Je pense qu'il va se reconnecter dans quelques instants. Oui, tout à fait. Excusez-nous, je viens d'avoir Sacha au téléphone. Il est toujours connecté à Internet et sa présentation se projette, se projette toujours, mais il a un petit souci de connexion et qui revient dans quelques instants. Alors, est-ce que je suis revenu en ligne? Tu es revenu. Ah, magnifique. Non, mais il faut toujours faire des entr'actes dans des, voilà, dans des médias très, très intenses qui réclament beaucoup de concentration. Alors, je vais repartager mon écran. Dis-moi si on voit bien. Voilà. Tac.
Est-ce que mon écran s'affiche Ouais, bien? c'est parfait. C'est bon. Super. On va enchaîner et alors peut-être, pour présenter la prochaine section, tout l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'orchestrer un processus de transaction? Qu'est-ce qui se passe avant l'expert Mmh. comptable? C'est un bon contexte à avoir pour bien se positionner et cibler les analyses critiques. Et qu'est-ce qui se passe après? En fait, quels sont les intérêts de l'écosystème M&A Mmh. pour les travaux de l'expert comptable, finalement? Ouais. Ouais, merci Sacha. Donc en termes de process de session, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà familiers avec l'exercice, donc n'hésitez pas à poser vos questions en live ou à la fin de notre échange si besoin, on pourra revenir sur chacune des étapes. Ce qu'il faut qu'on ait collectivement bien en tête, et c'est pour ça que le rôle des experts comptables dans une opération est essentiel, c'est qu'un process, ça peut être long. Globalement, ça peut durer entre, on va dire, 6-8 mois et 1 an et demi, en fonction de la complexité de la société. Mais surtout, ça se prépare. Et ça se prépare finalement 2-3 ans avant son lancement. Sacha, tu me confirmeras, mais en fait, plus on accompagne en amont nos clients, plus dans une normalisation de la performance, plus facilement on arrivera à créer de la valeur ou à avoir moins d'éléments à défendre au moment de la phase d'audit. En fait, il faut considérer que vous êtes le tiers de confiance historique sur les aspects financiers et stratégiques, sur lesquels nous, banquiers d'affaires et autres conseils, on va se baser pour avancer tout au long du process. Et donc, plus vous avez préparé finalement cette transition et cette transmission auprès des entrepreneurs, plus ils sont éduqués et plus ils arrivent à finalement affûter dans cette période qui, comme je le disais, est vraiment clé pour eux et peut être très, très intense, très chronophage. Donc, le plus en amont on fait de travail, plus facile se passe l'opération. Donc, globalement, ici, sur la petite présentation qu'on vous a mis, c'est un calendrier un petit peu type de la phase préparatoire. En fait, dans cette phase de préparation qui va durer, on va dire, 4 à 5 mois, globalement, on va aller préparer tout ce qu'on appelle l'infopack, vulgairement, c'est-à-dire toute la documentation qu'on va être amené à transmettre aux candidats potentiels durant la première phase de commercialisation et durant la phase d'audit. En fait, on prépare l'information packagée pour avoir, on va dire, la flexibilité, pour avoir une flexibilité optimale au moment de nos échanges avec les repreneurs potentiels, dans le cas d'une session, et donc d'être capable d'être réactif et de ne pas avoir de temps mort. En fait, l'ennemi du deal, c'est le temps mort dans une opération. Donc, dans l'infopack, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve le business plan sur lequel vous pouvez être impliqué. On retrouve l'equity story qui est généralement, on va dire, 2, 3, 4, 5 pages, on va dire Word, qui viennent retracer l'ensemble des points clés sur différents aspects, clients, RH, activité, historique, performance financière. On y retrouve le document pour lequel nous, on est le plus sollicité, c'est l'information mémorandum, qui est un document qui a une volonté d'être exhaustif sur la présentation de la société et de ses points forts, et sur lequel on vient, un peu comme l'Equity Story, venir implanter toutes les informations clés et essentielles à la compréhension de la cible pour un acheteur potentiel. Et donc, en complément de cette documentation, intervient tous les rapports de VDD. Donc, comme le disait Sacha tout à l'heure, il y a des VDD donc financières sur lesquelles vous allez être impliqué, mais il y a des VDD aussi techniques, il y a des VDD technologiques, industriels. Voilà, c'est tout un large panel de VDD qui sont réalisables et qui existent. Et également la constitution de la data room. Peut-être je reviens sur la constitution de la data room. C'est un mot un peu barbare. En fait, le data room, c'est un espace d'échange sécurisé qu'on va mettre en place avec les repreneurs potentiels. Et c'est un espace, on va dire, de documentation légale, juridique, sociale, fiscale, sur lequel vous, experts comptables, vous allez être sollicité. Parce que dans la plupart du temps, c'est vous qui êtes owner, qui êtes propriétaire, on va dire, de pas mal de documentation et qui êtes par nature forcément bien organisé pour retrouver tout ce panel d'infos. Et donc voilà, cette data room, c'est un lieu exhaustif de collecte d'informations qu'on ouvrira en phase 2, donc un petit peu plus après dans notre process, aux différents candidats potentiels. Voilà.
le premier jalon, peut-être, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'expert comptable, comme je le disais, va vraiment avoir un rôle de fournisseur d'un certain nombre de pièces clés dans l'analyse financière, les FEC, les balances, voilà, tout un tas d'informations sur lesquelles on va solliciter votre réactivité pour avoir ces pièces-là. Et en complément, on viendra vous faire intervenir dans tout un tas, on va dire, de différents échanges portés sur l'analyse du coup, de cette donnée, soit financière purement comptable, soit analytique, parce que la plupart du temps, vous avez une vue un petit peu plus stratégique de ces pièces-là, qui vont nous permettre, on va dire, d'approfondir toutes nos analyses et de conforter le management dans ces analyses. Alors, le chat, je crois que Sacha s'est déconnecté. Je ne sais pas si vous voyez encore l'écran, mais ça ne m'empêche pas de continuer, c'est juste pour vous. D'accord, vous ne voyez pas, ok. Bon. Alors, Sacha me dit qu'il est encore déconnecté, il revient. Bon, ça devrait pas durer longtemps. En fait, voilà. Et donc, à la phase de cette phase de préparation, disons qu'on a l'infopack complet sur lequel nous, vendeurs, on aura préparé. Donc, quand je dis vendeurs, hein, c'est toute l'équipe de vendeurs, on est tous associés au deal finalement. On aura préparé tous les bons messages à venir faire distiller aux différents candidats et qui vont nous permettre, on va dire, de lancer tranquillement notre phase de pré-marketing. Comme Sacha l'expliquait tout à l'heure, il avait travaillé, je crois que c'est un des anciens intervenants de ce webinaire qui expliquait qu'il avait participé, on va dire, au contact de différents repreneurs potentiels. Dans le cadre d'une opération M&A, on va dire, structurée avec une banque d'affaires, votre implication et votre input, elle est essentielle, en fait. Parce que vous connaissez le maillage local, vous connaissez le maillage régional, et pour la plupart du temps, vous avez déjà accompagné ce type de société. Donc, vous avez aussi une opinion, on va dire, sur la santé et on va dire les recherches stratégiques de certains de clients ou de clients que vous auriez pu entendre. Et donc, nous, on va réaliser tous ensemble, on va dire, le listing d'un panel plus ou moins large de candidats potentiels à venir contacter. Dans un premier temps, sur la base d'une communication anonyme, on va venir, on va dire, qualifier les intérêts potentiels de certains preneurs. En fait, ce qu'il faut prendre en compte dans cet exercice-là, c'est que dans le cadre d'une sortie industrielle, donc si on n'allait pas avoir un fonds d'investissement, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont vraiment essentiels à avoir en tête. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, on parle à des concurrents. Alors, on vend rarement à un fournisseur, on vend souvent à un concurrent. Et donc, quand on vend à un concurrent, il y a beaucoup d'informations qui sont dites sensibles. Et donc, le rôle, on va dire, de l'ensemble des conseils, c'est de vraiment être à l'écoute du management, de venir vraiment leur expliquer quelles sont les informations clés sur lesquelles on aura du mal à ne pas communiquer, mais être à l'écoute sur les informations qui sont dites trop sensibles de leur part, notamment la marge pour un client. Typiquement, c'est ce type d'informations-là qu'il faut absolument cacher à un concurrent. Et donc, c'est tout un process, on va dire, de préparation qu'il faut vraiment bien cadrer, et qu'il faut avoir en tête pour distiller les bons messages et éviter tout couac, parce que ça peut être un petit peu problématique et gênant. Alors, vous ne voyez pas forcément la presse, donc je vais peut-être demander à Sacha s'il arrive à se reconnecter. Ah, Sacha est de retour. Alors, tu nous entends, Sacha? Je ne vous entends pas. Nous, on t'entend. Ah, il y a quelqu'un ici. Voilà. Ça devrait fonctionner. Ouais, Rien. on t'entend très bien, Sacha. Alors, toutes mes excuses, on a des problèmes de connexion. Je vais repartager mon écran.
Florian, est-ce que tu as pu avancer sur Oui, oui, la oui. partie Oui, oui, j'ai avancé ouais, sur que toute vous avez interrompue? la phase D'accord. préparatoire. Donc, Ok. tu peux passer sur de la page 15-17 dans ces eaux-là. D'accord. Ah bah, c'est parti. Donc, hop, je me suis repositionné là. Et donc, on est. Ouais, tu peux avancer. Voilà, parfait, Voilà. parfait. Exactement. Excellent. Et donc voilà. Donc, là, donc, on a décaché, décaché le reste du process. Donc, vous pouvez voir donc, les différentes phases qui sont un petit peu les jalons clés du reste de l'opération. Si je redescends rapidement sur la phase 1, c'est une période sur laquelle vous allez être un petit peu moins sollicité. Vous risquez d'avoir un creux. En fait, pourquoi? Parce que c'est une période sur laquelle nous, M&A, on est vraiment ultra sollicité sur le contact des repreneurs potentiels et sur lequel on vient distiller finalement tout le travail préparatoire qu'on a fait en amont, en avance de phase, qui va déboucher à la remise d'offres indicatives. Et comme Sacha l'expliquait, à partir de la remise d'offres indicatives, on rentre dans une phase de due diligence qui est vraiment clé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moment de la phase de contact, on peut être sur un panel d'acteurs intéressés entre 10, 15, 20 personnes, peut-être plus, ou peut-être moins, en fonction de la société. Mais en phase 2, on réduit drastiquement ce nombre-là. C'est-à-dire qu'en phase d'audit et due diligence, on qualifie vraiment les intérêts de chaque candidat et donc on va vraiment venir sélectionner 3-4 acheteurs. Alors, c'est un peu le meilleur des scénarios. De toute façon, il faut un acheteur pour vendre une boîte. Mais on vient dans un monde idéal chercher 3-4 acteurs qu'on fera rentrer en phase du due diligence, auxquels on ouvrira la data room que je vous ai présentée et auxquels on va ouvrir tout un tas d'expert sessions et d'accès aux documents qui étaient jusque-lors anonymisés. Donc, globalement, durant cette phase-là, on va avoir tendance à venir vous solliciter pour différents travaux. Ces phases-là, donc phase 2 et finalisation de l'opération, ça dure entre 2 et 3-4 mois. Et on va venir vous chercher sur plusieurs types d'exercices, comme je l'expliquais, notamment les phases de Q&A. Donc, les Q&A, quel format? Tu peux passer à la page suivante si tu veux, Sacha, mais les Q&A, quel format? En fait, c'est des échanges via Excel interposés de questions-réponses qui vont être soumis. Alors, c'est des Excel qu'on veut consolider par acquéreur. Et c'est des Excel qui vont comprendre tout un tas de questions sur des volets. Certains vous concerneront, certains et d'autres pas. Et donc, cette phase d'échange Q&A, il faut avoir en tête que c'est un moment qui est assez chronophage parce que potentiellement, on peut vous poser 3 fois la même question. Donc là, le rôle du M&A, c'est de venir chercher les réponses que vous avez déjà faites pour certains acquéreurs, globalement, et éviter de vous faire perdre votre temps. Mais ça peut arriver que certaines questions passent à la trappe dû au large volume de questions. Mais c'est surtout une période qui est extrêmement lourde pour le management parce qu'ils sont en train de gérer tout un tas d'enjeux stratégiques. En plus des expert sessions, il y a des plans de synergie qui commencent à se définir. Enfin, voilà, c'est une période qui est très, très dense et sur laquelle votre implication et comme l'expliquait Sacha, votre réactivité, elle est essentielle. Donc, si je peux vous donner un conseil peut-être sur cette période-là, c'est de bien prendre en compte dans votre organisation générale, parce qu'en fait, vous n'avez pas qu'un seul client, enfin c'est naturel, c'est de bien prendre en compte dans vos agendas que vous allez avoir une période certainement plus chargée sur ces sujets-là, et donc qu'il faudra certainement un petit peu moduler le temps de vos équipes et de vos agendas pour pouvoir traiter tous ces points-là. Et c'est en fait, si je caricature, tu as une phase de production de données, et une phase très analytique où l'expert comptable va préparer son rapport, préparer ses analyses, les diffuser à un certain nombre d'investisseurs potentiels. Et ensuite, tu as la phase de grand oral où les investisseurs vont avoir le droit de poser leurs questions. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça de cette manière? Et pourquoi pas cette autre manière? Et donc là, on rentre un petit peu dans les prémices de la négociation. Parce on sait, en fait, par les questions qu'on reçoit, des conseils de l'acquéreur, les sujets qu'il souhaite mettre sur la table. Et donc là, il y a un travail de coordination important, à la fois dans l'identification des sujets qui sont importants pour certains acquéreurs et pas d'autres, dans les réponses à faire. Donc là, il y a du vrai coaching. Florian, tes équipes, moi j'ai souvent des discussions avec le M&A pour dire si on a ces questions-là,
le message qu'on souhaite faire passer, c'est plutôt ça, donc éviter ce sujet-là. Voilà, donc il y a une vraie collaboration pour tout l'écosystème qui est autour du vendeur, finalement. Et donc le Q&A grand oral, c'est là où on passe, on va dire, cette épreuve du feu de notre rapport, notre livrable, auprès d'un parterre d'investisseurs potentiels qui sont aussi techniques que nous. Ouais, exactement, exactement. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on est globalement, alors encore plus en avance de phase, on est vraiment une équipe à ce moment-là, et vraiment on vient, on va dire, synthétiser et mettre et accorder tous les violons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux discours différents pour deux acteurs. Il faut vraiment être unifié sur les messages. Et donc, comme le disait Sacha, en fait, ces grands orales on les appelle un peu vulgairement, c'est des expert sessions sur lesquels on va venir vous solliciter. Plus souvent, ça prend la forme d'un Teams. Et donc, sur ces Teams-là, vous serez présent, le conseil financier VDDiste, comme par exemple Sacha, sera présent, le MNS sera présent, et le client ou l'équipe de management liée à la section financière sera également présent. Ce que si on peut vous rassurer peut-être sur ce point-là, c'est qu'il n'y aura pas de questions pièges. En tout cas, dans un process qui sera bien mené, vous recevrez systématiquement en amont de chaque expert session la liste des questions ou des thèmes qui seront abordés. Donc, finalement, il n'y a pas de place à l'improvisation. Voilà, déjà, nous, c'est l'ennemi du deal, l'improvisation, parce que ça évite, c'est générateur de petites erreurs. Mais surtout, ça me permet de bien préparer les messages et que vous soyez bien confort sur les éléments que vous allez répondre. Donc, vraiment, il faut l'avoir en tête. Et si jamais ça peut arriver, vous faites coincer sur une question d'une question ou le fil digresse un petit peu, il ne faut pas hésiter à expliciter que vous reviendrez à l'écrit sur ce point-là et que ça arrivera du coup dans un second temps. Voilà. Et puis Florian, ça c'est super important, et sans doute pour atténuer, on va dire, le côté, enfin, l'opposition en fait entre l'acquéreur et un cédant, c'est jamais une opposition, c'est plutôt un balai. L'acquéreur souhaite évidemment séduire le cédant autant que l'inverse. Donc en fait, c'est jamais des discussions qui sont trop conflictuelles. Ouais. Enfin, moi, j'en ai fait des dizaines. Je peux vous dire qu'en fait, les acquéreurs qui sont parfois les plus suaves, les plus, on va dire, intelligents, on va dire, à l'oral, se positionnent déjà pour dire que voilà, ils ont facilité la phase de due diligence et que du coup, c'est parce qu'ils ont une confiance dans les dirigeants et une vraie histoire à raconter avec la société. Donc, en fait, c'est jamais si des expert sessions tournent à des sujets un peu clivants, c'est souvent pas les acquéreurs privilégiés. Ouais, exactement. Donc là, on a parlé des expert sessions. Florian, est-ce que tu veux qu'on avance sur le current trading? Ouais, current trading, ouais. Current trading et formalisation des good news. Pardon pour l'anglicisme. Donc globalement, en fait, finalement, c'est un petit peu les derniers livrables sur lesquels vous allez être ultra sollicité, on va dire. C'est on va dire l'analyse de current trading. Donc le current trading, c'est quoi? C'est la performance depuis le début de l'année ou sur un an glissant de la société que vous accompagnez. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il peut vous être demandé de faire des comptes intermédiaires, exercice sur lequel exercice que la société a certainement jamais réalisé dans son histoire. Mais c'est des éléments qu'il faut avoir en tête parce que en fait, c'est assez clé et tous les acheteurs en phase de finalisation de l'opération vont être en attente de ces analyses de current trading pour se rassurer sur l'opération. Alors ça, c'est dans le cas où on arrive sur une mi-année. Typiquement, là, juin, on est en plein dedans. Nous, on est sur un process de phase 2 d'audit. Globalement, l'expert comptable est ultra sollicité pour sortir les comptes à fin mai. Si c'était arrivé en juillet, ça serait à fin juin. Enfin, voilà. Si on arrive sur une période, on va dire décembre-janvier, on attend les comptes ou le projet de compte du 31-12. Donc, c'est vraiment à prendre en compte par rapport à la période. Ouais, et ça, souvent, Florian, c'est des addendums, c'est pas. Alors, il y a un rapport qui est plutôt très complet, très, très fourni. Et ensuite, au fur et à mesure que les discussions avancent, on va saupoudrer, on va dire, des compléments d'information sous la forme soit d'Excel, soit de quelques pages de rapports supplémentaires pour dire voilà, au fait, là où on en est.
à 5 mois de plus, à 6 mois de plus, etc. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, purement comptable, top line et dépenses. Mais dans les good news, ça peut être tout un tas d'analyses un petit peu complémentaires liées au carnet de commandes. Donc, c'est pas forcément du chiffre d'affaires qui a été reconnu, mais c'est carnet de commandes, c'est des bons messages, c'est des contrats qui ont été renouvelés, c'est typiquement un client qu'on pensait avoir perdu, qui est parti pendant 2 mois pour aller chez un compétiteur et qui revient. Voilà. En fait, tout ça, c'est un petit peu, dans le cadre d'une opération qui se passe vraiment bien, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient finaliser l'opération et permettre aux hackers potentiels de finaliser leurs opinions sur l'intérêt stratégique de l'opération. Et ça permet aussi de rassurer sur le fait que le management tout au long du process, qui du coup a été globalement un peu long, là on arrive potentiellement au bout de 8 mois, 1 an de transaction, n'a pas lâché la barre et a maintenu, on va dire, ses efforts, même si par rapport au périmètre de la transaction et par rapport au sujet de la transaction, il est sortant. Typiquement, on a tout un tas d'entrepreneurs qui sont sortants parce qu'ils partent à la retraite, parce que voilà, ils sont arrivés au bout de leur expérience. Et donc, ça vient rassurer sur le fait que la boîte a continué à être tenue, gérée en bon père de famille, et que le développement se maintient et se continue. Voilà. Super. Alors, sans plus attendre, je vous propose de remonter les manches et d'aller dans une phase un peu plus technique de ce webinaire. Alors, j'espère que vous avez un bon échauffement sur le cadre général de l'intervention, le calendrier d'un processus, l'écosystème. C'est vraiment important de garder ça en tête. Mais fondamentalement, un client va vous solliciter pour produire des chiffres. Pour produire des chiffres à partir d'une matière première comptable, ce que vous savez très bien faire. Et ces chiffres-là, il y en a un nombre finalement très limité. En fait, dans un exercice de due diligence, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui comptent. Par exemple, c'est vrai que la variation des capitaux propres, très intéressant dans les travaux d'audit et peut-être d'expertise comptable, voilà. C'est pas le cœur de l'analyse en due diligence financière. Pareil, les immobilisations, pas le cœur du réacteur. Souvent, on va regarder les CAPEX, les investissements, y compris les investissements futurs, mais les immobilisations en tant que telles, moins intéressant. Ce qui va être très, très intéressant par contre, c'est d'étayer la valeur d'entreprise. Donc la valeur d'entreprise, plusieurs méthodes. La méthode qui fait place, on va dire, c'est la méthode des comparables. Souvent, on cite celle-là comme... voilà. C'est un petit peu comme ça que s'exprime une valeur d'entreprise. C'est combien de fois le résultat d'exploitation ou l'EBITDA. Donc, en multiple d'EBITDA, on a des références sectorielles qui sont mouvantes, qui peuvent fluctuer avec le temps. À la grande époque, Florian, toi qui es spécialiste tech, je pense qu'en 2021-22, on avait des multiples qui étaient absolument fantastiques dans la tech. On avait jusqu'à 14 fois les l'EBITDA. J'ai vu jusqu'à 16 fois les l'EBITDA. Et aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 10, voire 12 peut-être. Mais voilà. Donc ça fluctue avec le temps selon le cycle de marché. Mais finalement, c'est une manière assez simple d'exprimer la valeur d'une entreprise par rapport à son résultat d'exploitation. Florian, est-ce que tu as en fait, peut-être des benchmarks à te donner sur différents secteurs qui intrinsèquement ont des multiples différents? Toi qui es généraliste et tech. Ouais, intrinsèquement, si on reprend la tech, si on se raccroche à les sociétés de conseil, par exemple, notamment cybersécurité, on est de l'ordre des multiples que Sacha évoquait, 10, 12 fois. Alors après, ce multiple-là, il dépend bien évidemment de l'acquéreur, parce qu'il y a certains acquéreurs qui ont été rachetés eux-mêmes 12 fois et donc ils ne peuvent pas se permettre, enfin le fonds d'investissement qui est derrière ne peut pas se permettre de racheter au même multiple parce que ça serait destructeur de valeur une société, sauf si c'est stratégique, sauf si voilà, il y a tout un tas de raisons et de rationnels. Il y a d'autres secteurs sur lesquels effectivement intrinsèquement c'est un petit peu moins j'utilisais le terme sexy, même si c'est pas même si c'est un peu galvaudé. Typiquement, des amiantages, démolition, c'est des métiers qui sont un petit peu moins attrayants pour un fonds d'investissement ou qui sont un petit peu moins regardés parce qu'on a la crainte du secteur du BTP, on a la crainte du secteur de la rénovation. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui rationalisent ces multiples-là. Et à contrario, on a des sociétés hyper innovantes dans la biotech qui vont partir à des multiples à 15-16 fois. Mais dans ces 15-16 fois, il faut prendre en compte qu'on va venir analyser quelle est la sous-jacente de marché.
Typiquement, la nutrition animale est un petit peu plus recherchée que la nutrition, non, pardon, la nutrition animaux de compagnie est un peu plus recherchée que la nutrition animale agriculture. Voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte que toute cette analyse d'EBITDA, en fait, c'est une vulgarisation d'une valeur d'entreprise. Et ce travail de benchmark, c'est important de le faire d'une façon très qualitative et pas uniquement chercher les 10 multiples des 2 dernières années dans ce secteur-là. Il faut aller un petit peu dans une maille un petit peu plus fine pour qualifier les sociétés et le panel. Oui, vraiment, l'expert comptable, tous ces multiples, finalement, ils sont assez figés dans la LOI qui, on l'a vu, arrive avant la mission de due diligence financière. Donc, l'expert comptable doit comprendre comment est basée l'hypothèse de valeur d'entreprise, parce qu'une LOI comprend un prix. Je vais acheter cette société, 100% des titres de cette société pour 10 millions d'euros, en supposant qu'elle a un EBITDA de X 3 par an. Voilà. Et donc là, fait tout le travail, tout l'intérêt de la mission de due diligence financière, c'est de vérifier que, bah oui, c'est bien 3 par an, et pas 2, et pas 1. Ou pas négatif. Encore mieux. Voilà. Donc, très important de comprendre sur quoi est basé le prix. Encore une fois, ça peut varier par secteur. Florian, toi qui es tech, typiquement, il y a des tonnes de sociétés tech qui n'ont pas d'EBITDA positif. Ouais, exactement. Donc, pour autant, on les achète bien pour un prix. On ne va pas les recevoir gratuitement. Même si elles sont à perte, on va les valoriser par un multiple d'ARR. Donc ça, c'est le revenu annuel récurrent. Donc, c'est un agrégat qui est spécifique à la tech. Pour certains secteurs, il y a des sous-agrégats, comme dans l'hôtellerie. J'en parlais encore hier avec un collègue. Dans l'hôtellerie, on valorise, on va dire, la dette un peu différemment. Donc, tous les secteurs ont leur spécificité, des mécanismes de valorisation spécifiques qu'il faut connaître. Mais souvent, c'est le travail du M&A, du positionnement de marché. Et l'expert comptable doit simplement comprendre comment est établi et étayer la valeur. Ouais. Sacha, on a une question sur le live sur comment obtenir ces comparables-là par secteur. Alors, bon, je laisserai Sacha compléter, mais en fait, il y a tout un tas de plateformes qui sont spécialisées dans la récolte de ce type d'informations qui sont ultra concurrentielles, qui sont ultra concurrentielles et vraiment clés parce que, en fait, qui détient l'information détient le savoir. Enfin, je ne sais plus exactement quel est l'adage, mais c'est à peu près ça. Donc, il y a des merger market, Capital IQ. Voilà, il y a tout un tas de plateformes qui sont vraiment spécialisées sur ce type de transactions. Il y a des organismes de presse comme CF News, par exemple, qui a globalement bonne presse en France. Et après, il y a la presse généraliste sur laquelle parfois des montants de transactions sont divulgués. La plupart du temps, on parle quand même d'informations qui sont très sensibles et très confidentielles, sur lesquelles il est dur d'avoir de l'information. Et donc, c'est pour ça que certains vendeurs, on va dire, se tournent vers des banques d'affaires spécialisées qui ont une connaissance fine de l'écosystème et des opérations qui se sont faites, soit par les opérations qu'ils ont faites, soit parce qu'ils sont connectés, on va dire, à ce réseau-là. Et donc, ça peut être un argument de choix de banquier d'affaires côté vendeur. Et qui est multiple, qui est sectoriel et qui fluctue avec les cycles de marché, ne revient pas à exercer une mission de valorisation. Donc la mission de valorisation de l'expert comptable existe bien, et donc là va se fonder sur la triangulation de plusieurs approches, à la fois les comparables. Donc les comparables, ça peut être l'EBITDA, ça peut être autre chose. On passe par l'actualisation des flux de trésorerie futurs, encore une autre méthode, et une approche patrimoniale qui peut être une troisième méthode. Voilà. Donc, la valorisation a toujours sa pertinence, donc pré-transaction et post-transaction dans l'allocation des compléments de prix et du goodwill, etc. Mais là, on ne parle pas du tout de ça. On parle vraiment de l'étiquette de prix qui va être mise sur un actif à un moment donné dans le marché et qui est sujette à négociation, évidemment. Qui est sujette à négociation, notamment sur la base des due diligence et des trouvailles, on va dire des analyses de due diligence, qu'elles soient financières, fiscales, légales, etc. Donc, valeur d'entreprise, là, on parle de la valeur d'un actif, mais d'un actif qui est, on va dire, sans dette et sans cash. On parle de valeur d'entreprise.
Une entreprise a toujours du cash, a toujours de la trésorerie, a toujours de la dette. Peut-être plus de trésorerie que de dette, on lui souhaite, mais dans tous les cas, ce ne sera jamais le prix que vous payez pour une entreprise. On ne peut pas juste mettre un multiple sur un EBITDA et dire « je signe un chèque ». On va toujours prendre en compte, oui, bon, je signe un chèque pour la valeur de cet actif, mais je récupère aussi des comptes en banque qui sont assez fournis. Donc, je rajoute le prix du solde en banque. Mais je déduis aussi la dette. Je modifie aussi le prix légèrement, et ça c'est la partie la plus technique du métier d'expert comptable dans l'accompagnement d'un processus de transaction. Je modifie le prix de la variation à la moyenne du BFR. Donc le BFR, c'est un agrégat qui est très important dans une transaction, qui est souvent mal compris, mal analysé, mais qui est critique puisque finalement, tout vendeur a intérêt, juste avant la session, à encaisser très rapidement tous ses clients, à payer ses fournisseurs le plus tard possible, et va se retrouver avec un BFR qui est juste très faible par rapport à ce qu'il devrait être. Pourquoi est-ce qu'il est très faible? Parce qu'il a tout converti en cash, il a tout conservé en cash. Et donc là, vous aurez compris, comme on fait valeur d'entreprise plus cash, en fait, sa société va juste avoir un prix supérieur parce qu'il aura, on va dire, maquillé, on va dire. Il aura influencé son BFR juste avant la session. C'est pas correct de faire ça. Donc, on va venir mettre un mécanisme pour compenser à l'euro ces déformations de BFR, qui sont à la fois saisonnières, mais qui peuvent être aussi des éléments particuliers, non récurrents, qui peuvent être juste des écritures comptables qui n'ont pas lieu d'être. Donc, tout ça, on le normalise pour faire en sorte que le BFR ne soit pas un facteur dans la formation du prix. Ouais. On va le voir par la suite. Florian, cet exercice-là, il est vraiment important d'avoir en tête. Je le replace dans le réel, on va dire, de vécu. Moi, j'ai accompagné une société qui était dans l'éducation il y a 2 ans. Et globalement, en fait, elle avait encaissé pas mal de cash en amont de l'année scolaire. Et donc, on se retrouvait avec un niveau de cash non normatif en juillet, alors que l'année n'avait pas commencé. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait encaissé tous ses services en amont de l'année scolaire, qui allait durer du coup de septembre à avril-mai, et en fait se retrouver à vivre sur ce cash-là de septembre à avril-mai. Donc en fait, d'un point de vue acheteur, ça a été tout un débat et tout un travail à vraiment bien amener auprès du management qui du coup n'avait pas forcément conscience de cet effet-là. Et ouais, c'est la réponse à la très bonne question qui a été mise dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on modifie la valeur à la moyenne du BFR? Alors la moyenne, il y a plusieurs méthodes, mais souvent on prend une moyenne sur 12 mois pour dire, dépolluer de la saisonnalité, quel est le BFR que je devrais avoir? Peu importe la date, on va dire, de la transaction, quel est mon BFR moyen sur une année? Donc, on enlève la saisonnalité. Toute différence à cette moyenne devient une compensation dans le prix. C'est-à-dire que si le BFR à la clôture de la transaction est supérieur à cette moyenne, il y aura une augmentation de prix. Si le BFR est inférieur, il y aura une réduction de prix. On parle de BFR normal. Quel est le BFR normal de cette société? Et donc, tout écart à cette normalité, à la clôture, se fait dédommager dans le prix. On va l'illustrer plus loin. Je vous laisse patienter quelques minutes. Je veux juste décrire. Alors, peut-être pour terminer ici, valeur d'entreprise, valeur des titres. Ça, c'est le prix qui est payé pour 100% des titres. Donc, l'écart entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres, c'est la trésorerie, la dette, le BFR. Et parfois, donc ça c'est une parenthèse que je fais, on ne poussera pas le sujet aujourd'hui, mais la création de cash entre la date, on va dire, de clôture, en fait, de lockbox, s'il y a un mécanisme de lockbox, et la date du signing. Donc, il y a des nombres très limités de choses entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres, mais c'est des éléments critiques. Donc, comme je l'ai dit, la différence entre une valeur d'entreprise et une valeur des titres, c'est la trésorerie, la dette, le BFR.
vous obtenez une valeur des titres. En forme de tableau, voilà, ça se présente comme ça. C'est pas forcément nécessaire de retenir ça. Vous l'aurez après ce webinaire, mais l'idée, c'est que le BFR cible, c'est le BFR calculé par vos soins que vous déterminerez comme le BFR normal de cette société. C'est-à-dire dépollué de toutes les bizarreries comptables et dépollué de la saisonnalité. Donc le BFR cible, on le réduit et on ajoute le BFR de clôture, ce qui permet d'avoir la différence qui s'impacte directement sur le prix. Donc là, on voit que le BFR de clôture est supérieur de 200 au BFR cible. Voilà. Je l'ai abordé, le cash profit ticking fee, c'est dans les transactions où vous décidez d'une date arbitraire dans le passé. Par exemple, aujourd'hui, on est le 30 juin, date de clôture. On va dire le 30 juin, on n'aura jamais les comptes le 30 juin à temps. Ça mettra un mois à produire. On va faire une transaction sur la base des comptes du 31-12. 31-12-2025, on a les comptes, on connaît la trésorerie, on connaît la dette, on connaît la valeur d'entreprise parce qu'on a fait nos travaux, on est serein sur le current trading Florian, et voilà, finalement, on peut figer un prix de transaction à la date du 31-12. Sauf qu'entre le 31-12 et aujourd'hui, il s'est passé 6 mois. 6 mois, la société a forcément généré ou consommé du cash. Et comme je signe aujourd'hui le protocole, cette création de cash, je l'impacte sur le prix, en toute logique. On appelle ça un ticking fee ou des cash profits. Sacha, il y a une question intéressante dans le chat. Peut-être ton avis et ton retour de professionnel, comment est-ce que vous l'abordez dans les rapports, mais comment est-ce que tu analyses, toi, le BFR normatif dans le cadre de la très forte croissance de l'activité? Ouais, c'est un super point. Ouais. En fait, donc, pour simplifier, j'ai dit effectivement qu'on prenait une moyenne de 12 mois. La moyenne de 12 mois, c'est une moyenne sur des chiffres, des soldes. Et effectivement, ça ne va pas traduire une société en forte croissance. Donc là, il y a deux solutions. La moins bonne solution, c'est de prendre la moyenne de 3 mois. Mauvaise solution parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec de la saisonnalité. Donc, je préconiserais pas ça, à moins d'être dans une situation où il n'y a vraiment pas de saisonnalité et un besoin de chiffres, on va dire, connus historiques. La meilleure approche, et ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs, c'est de prendre une moyenne en pourcentage de chiffre d'affaires. Donc là, vous exprimez le BFR de chaque mois, en fait, de chaque mois ou de chaque trimestre, ça dépend de la cadence de reporting que vous avez, mais en pourcentage de chiffre d'affaires historique. Et donc là, vous vous retrouvez avec un pourcentage qui est un peu agnostique, parce que si vous prenez un pourcentage du chiffre d'affaires des 12 derniers mois glissants, il n'y a pas de raison que le BFR ne reste pas stable dans une bande assez limitée. Le dernier deal que j'ai fait, c'était autour de 25% du chiffre d'affaires. Et ça nous allait bien de mettre ça dans le protocole comme comme BFR cible. Donc là, vous n'avez pas un montant dans le contrat, vous avez un pourcentage. Et finalement, à la clôture de la transaction, vous allez recalculer le BFR cible en appliquant tout simplement un pourcentage, le pourcentage qui est inscrit dans le contrat du chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Et comme ça, vous avez résolu votre problème d'hypercroissance, parce que de toute manière, on dit que le BFR en pourcentage du chiffre d'affaires ne doit pas changer. J'espère que c'est clair. Et on a une autre question qui dit que la dette est déjà dans le BFR ou pas. Alors non, c'est deux choses totalement distinctes. C'est deux paragraphes complètement distincts dans le protocole. On a d'ailleurs 3 paragraphes. On a un paragraphe sur la trésorerie qui définit qu'est-ce qui est une trésorerie, qu'est-ce qui n'en est pas. Valeur mobilière de placement, ok, on peut inclure. Mais par exemple, si vous détenez des titres d'une société que vous ne pouvez pas céder sur un marché libre, c'est probablement pas de la trésorerie. Voilà, donc ça, c'est de la trésorerie. La dette, c'est de la dette, donc engagement financier, que ce soit la dette bancaire, du factoring, ou même des produits, on va dire, de l'endettement financier qui n'est pas, on va dire, bancaire. Par exemple, on peut très bien considérer dans la dette des sorties de trésorerie certaines que vous aurez parce que vous avez des litiges en cours, vous avez été condamné, vous aurez à payer 1 million d'euros. Ça, on va le mettre dans la dette. C'est du cash que vous aurez en moins, que l'acquéreur n'aura pas le loisir d'extraire.
Et enfin, le BFR, totalement distinct. Et là, c'est très important dans le contrat que ces 3 éléments, cash, dette, BFR, soient mutuellement exclusifs. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'overlap. Voilà. Si on met les dettes fournisseurs dans le BFR, elles ne peuvent pas être dans la dette financière. Sinon, ça ne marche pas. Alors, on va avancer. Je vous montre ce tableau qui peut paraître un peu petit. L'idée, c'est pas de descendre dans le détail. C'est juste de vous montrer à quoi ressemble une analyse de normalisation d'EBITDA. Alors, la normalisation d'un EBITDA, d'un résultat d'exploitation, plusieurs manières de faire. Je vous ai présenté une manière plutôt anglo-saxonne, mais finalement, c'est pareil pour les sociétés françaises. La méthode anglo-saxonne part typiquement du résultat net. Et ça, Florian, on ne le voit pas souvent en Europe, parce que souvent, en Europe, tu pars directement de l'EBITDA reporté. En Europe et en France, on part de l'EBITDA reporté, on fait plein d'ajustements, on groupe dans plusieurs catégories, par nature, et ensuite, on fait une analyse supplémentaire de tout ce qui est en dessous de l'EBITDA. Parce qu'évidemment, les choix de présentation de chaque société varient. Les sociétés peuvent avoir un résultat exceptionnel qui contient certains éléments récurrents, peuvent avoir certains éléments financiers qui contiennent certaines charges d'exploitation. Donc là, se demander si tout ce qui est en dessous de l'EBITDA est bien exclu de la rentabilité normative opérationnelle d'une société, c'est une question de qualité des résultats. Et là, vous avez une vision qui est tout en un. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une analyse de quality of earnings, j'entends analyse d'EBITDA, et séparément un bilan EBITDA, vous avez tout dans le même tableau. Ce qui est important, c'est que quand vous fonctionnez à l'achat ou à la vente, vous avez toujours votre opinion à vous, qui est propre à celle de votre client. Donc la situation particulière de votre client fait que vous n'aurez jamais le même EBITDA ajusté que d'autres acquéreurs potentiels. Un EBITDA du vendeur n'est quasiment jamais celui de l'acquéreur. Voilà, le but, c'est pas d'avoir raison en tout point. Et là, vous avez une vue où vous avez un EBITDA ajusté sell side, donc vendeur, une analyse de chaque élément. Donc, est-ce que c'est des éléments qui sont acceptables, bien documentés? Et finalement, est-ce qu'on accepte cette position ou pas? Pour ensuite former la vue d'un EBITDA vendeur, acheteur. C'est un tableau qui est assez complet et que je voulais vous partager parce que vous avez plusieurs catégories qui sont des bonnes illustrations de choses qu'on peut trouver à normaliser dans un EBITDA. Ce qu'il faut avoir en tête sur cet exercice de normalisation de l'EBITDA, c'est qu'il y a certains ajustements sur lesquels vous ne pourrez pas couper au moment du process. Typiquement, annuler le salaire du top management parce que le top management est sortant, ou alors le pondérer parce que c'était repris par, on va dire, le recrutement d'un nouveau directeur général à un salaire un petit peu plus modéré. Ce type d'ajustement-là, vous n'arriverez pas à y couper en amont. Par contre, il y a tout un tas d'ajustements non récurrents, exceptionnels, ou qui n'ont pas forcément de logique, on va dire, opérationnelle, que vous pouvez déjà mettre en tête au management et que vous pouvez déjà intégrer dans la comptabilité. En fait, l'idée, c'est de normaliser 2-3 ans avant certains ajustements, certaines dépenses, on va dire, non normatives qui peuvent déjà l'être. Et tout ça, ça permet de favoriser, on va dire, le passage de ces ajustements au moment de la transaction. Peut-être le pire ennemi dans cet exercice-là, c'est d'avoir des ajustements trop importants, même s'ils sont légitimes, parce que ça va faire tiquer l'acheteur et ça va lui faire avoir une lecture un petit peu plus critique des ajustements. Ouais. Il vaut mieux en avoir moins, mais bien référencé, bien structuré et bien explicité, qu'une liste à la Prévert de tout un tas de petits ajustements qui auraient pu être anticipés. Oui, parce que derrière, comme tu le dis, vous intervenez pour un processus de transaction spécifique et en proposant des ajustements, vous allez certainement vous confronter à la personne qui a établi les comptes et vous allez avoir des discussions sur mais est-ce qu'on aurait vraiment dû comptabiliser cette charge en exploitation? Est-ce que c'est de la marge? Est-ce que c'est plutôt des charges opérationnelles? Donc, il y a plein de choses qui sont appréciatives et le point clé, c'est de
bien être clair sur le fait qu'on ne remet pas en cause la comptabilité, le fait que ce soit, même si une société est auditée, on fera toujours des ajustements. Un exemple qui est très typique, c'est la capitalisation des charges de R&D, du personnel de R&D interne, qui a parfois, donc évidemment c'est une pratique, c'est une norme comptable qui est évidente de capitaliser des personnels qui sont consacrés à de la recherche et développement. En revanche, dans une transaction, ce qu'on cherche à faire, c'est refléter le coût cash des salariés de l'entreprise. Donc, on va évidemment annuler la capitalisation des charges de personnel et refléter 100% des charges de personnel dans l'EBITDA. D'autres ajustements sont un peu plus nuancés, échangent avec le temps. Par exemple, la CVAE, à une époque où il était question que la CVAE disparaisse, c'est un ajustement mais basique c'est la première chose qu'on faisait, c'est on retirait les charges de CVAE des charges d'exploitation historiques. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je ne suis pas certain que ce soit un ajustement très défendable. En tout cas, ce n'est pas un ajustement que je propose d'habitude de retirer la CVAE, c'est souvent des petits montants. Nous, on continue d'essayer de le tenir, mais... On estime que pour quelques milliers d'euros, Ouais, on a d'autres sujets. Mais oui, j'ai vu des ajustements de CVAE encore aujourd'hui et c'est vrai que c'est assez typique. Malheureusement, je ne peux pas agrandir le tableau, mais vous aurez le support après la présentation. Celui-ci est un peu plus gros et illustre. Alors, on vient de parler des d'EBITDA. Là, on parle de trésorerie et de dette nette. Donc, même exercice, on part des comptes, donc des soldes au bilan, reportés tels que la société les établit, et on fait une série d'ajustements. Ce qui est important, c'est que on parle de trésorerie et de dette au sens élargi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être en dette financière, mais qu'on va mettre dans ce tableau d'ajustement, par exemple, earn-out payable, donc les compléments de prix que vous pourrez être amené à payer sur des acquisitions passées. Parfois, il y a des compléments de prix après l'acquisition. Donc ça, c'est un bon exemple d'un élément qu'on veut absolument faire figurer en dette, au même titre que des dividendes, des provisions pour risque. Voilà, c'est des choses qui ont leur place dans un tableau de dette nette ajusté dans une transaction, même si ce n'est pas stricto sensu de la dette financière. Le critère, c'est est-ce que c'est une sortie de cash certaine que mon client acquéreur supportera. Donc, je ne veux pas payer cash un solde de trésorerie, alors que je sais très bien que j'aurai des décaissements à venir qui sont déjà connus et garantis. Le BFR. Le BFR, dans la pureté des principes, ressemble à ça. Donc, une belle courbe sinusoïdale qui reflète une saisonnalité parfaite. Et donc là, pour reprendre la question qu'on a eue tout à l'heure dans le chat, l'exercice vise simplement à dire, voilà, je tire une moyenne. Donc là, non seulement on a une régularité absolument magnifique de ce BFR en fonction des saisonnalités de la période de l'année. Donc on voit qu'on a voilà, c'est une saisonnalité parfaite. Mais en plus, on n'a pas de croissance. C'est-à-dire que la courbe voilà. Il n'y a pas de croissance, pas de décroissance. Donc là, génial, on peut faire une moyenne de 12 mois, juste du solde de BFR. En revanche, et là, je repris des données anonymisées d'un projet récent, le BFR ressemble souvent à ça. Donc, quand on voit cette séquence de BFR, on se dit, oula, comment est-ce que je vais proposer un BFR normal? C'est quoi le BFR normal? Alors, je vous montre la normalisation qu'on a faite, qui ressemble plutôt à la courbe bleue. Là, on commence à y voir un peu plus clair. La croissance n'était pas évidente, donc il n'y a pas eu de sujet majeur de dire est-ce qu'on prend un pourcentage du chiffre d'affaires des 12 derniers mois ou est-ce qu'on prend une moyenne arithmétique des soldes. L'idée, c'est qu'on prend la moyenne qui sont les pointillés en jaune pour dire c'est le BFR normal, c'est 1500. Et c'est le montant que vous retrouvez dans le tableau en haut à droite. Cet exercice-là, la différence entre la courbe grise et la courbe bleue, c'est une analyse détaillée au niveau des soldes mensuels de balance générale. Donc, il ne faut pas avoir peur de descendre dans le détail.
chaque fluctuation du poste client, chaque fluctuation des provisions pour clients douteux, tout ça, c'est des questions à poser. Et c'est autant de questions qui sont potentiellement des normalisations de BFR. Pour donner un exemple récent, j'ai eu un cas où la cible avait des transactions avec l'Ukraine. Donc, on sait très bien que l'Ukraine a traversé des périodes un peu houleuses. Voilà, donc des provisions clients avaient été constituées pour des clients ukrainiens. Bah, il s'avérait qu'ils ont tous payé. Donc, on a une très grosse provision client dotée l'année dernière, une énorme reprise de provision à toute fin de, voilà, au tout début 2026. Et entre-temps, en fait, le poste client n'était juste pas à la place où il aurait dû être, parce qu'il n'y a eu aucune perte, mais pour autant, une provision qui a largement diminué le BFR. Donc là, on a annulé la provision, puisque avec le recul, on n'aurait jamais eu besoin de la doter. Les cash profits, ce ticking fee, je vais passer rapidement. C'est quand même utile que vous ayez en tête les deux mécanismes de closing. J'ai parlé de lockbox. L'inverse de lockbox, c'est les comptes de closing, les completion accounts. Les deux mécanismes sont, on va dire, cohabitent, on va dire, dans l'environnement des transactions européens. Les lockbox sont, on va dire, prédominantes en France, et en tout cas sont la préférence des vendeurs, puisque l'avantage de Lockbox, c'est que tout le prix de la transaction est connu à la date de signature, et le vendeur empoche son chèque, et il y a très peu de recours possibles après la signature du protocole du SPA pour des compléments de prix voilà, qui ne sont pas définis dans le protocole. À l'inverse, si vous dites « Ok, je fige une valeur d'entreprise, par contre, je me réserve le droit de remettre la main sur les comptes à une date future et de faire mon ajustement de BFR et de faire mon ajustement de dette et de ma trésorerie, à une date future. Et donc, à ce moment-là, c'est l'acheteur qui a la main sur les comptes et qui produit ses propres ajustements de closing. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour l'acquéreur. Il y a beaucoup moins d'asymétrie d'information dans des comptes de closing. L'acquéreur va tout le temps préférer des comptes de closing. Le vendeur va tout le temps préférer des lockbox. Parfois, on n'a pas vraiment le choix parce que vous verrez s'il y a des processus de consultation, des IRP ou voilà, un processus antitrust, par exemple, on ne peut juste pas conclure une transaction immédiatement comme on fait dans une lockbox. Donc, à ce moment-là, si c'est une lockbox uniquement, comme la date à laquelle on a figé tous les agrégats de la transaction sont une date passée, il y a un mécanisme de dédommagement de la création de valeur, de la création de cash entre la date de lockbox historique et la date de closing. En conclusion, vous l'aurez compris, les analyses sont très dynamiques. Toutes les sociétés ont des systèmes de gestion différents. Même si la matière première comptable reste la même, vous allez toujours demander un FEC, vous allez toujours demander des grands livres, des balances auxiliaires. Voilà, ça, c'est on va dire, c'est le tronc commun. Par contre, chaque transaction a des risques spécifiques et donc vos analyses seront nécessairement spécifiques à chaque transaction. Cela étant dit, c'est pas de l'artisanat, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ce qu'on vous a donné dans cette présentation, c'est vraiment les agrégats et 100% des agrégats qui sont clés dans une transaction, c'est-à-dire l'EBITDA pour la valeur d'entreprise, la trésorerie, la dette, le BFR, et pour les lockbox, les cash profits. Donc, c'est un tour d'horizon qui, voilà, j'espère vous servira. En tout cas, l'expert comptable a le bagage technique pour servir ce type de mission parfaitement, puisque c'est le plus proche du dirigeant. Ouais. Il a la main sur la comptabilité, il connaît l'historique de la société, comme l'a mis en avant Florian. C'est une mission à haute valeur ajoutée, qui est dans un contexte critique pour l'entreprise. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à vous former auprès des ressources de l'ordre, de Supexpertise qui ont des ressources également, et puis de nous contacter également si vous avez la moindre question sur ce type de mission.
voilà, l'expert comptable est un petit peu dans une mission qui est annexe à on va dire, sa mission classique de tenue, de révision, d'établissement de la paye, etc. Pour autant, c'est vraiment du conseil comptable et financier, d'une mission non normée, qui est cruciale pour le dirigeant. Donc, voilà, pour ce mot de la fin, je peux que vous encourager à, euh, on va dire, proposer ce type de mission et à vous former pour pouvoir les servir, ainsi que vos collaborateurs. Florian, est-ce que tu as un mot sur le M&A, sans doute à destination des experts comptables, dans leur implication dans la chaîne de valeur Ouais. de la transmission? L'implication, je dirais, elle est quotidienne. Enfin, nous, on essaye dès le début de la transaction d'avoir un contact facilité en direct avec l'expert comptable. Ça a plusieurs avantages, hein, faire gagner du temps à notre client respectif, mais aussi créer une relation parce qu'on sait que un process de session, comme je disais, c'est relativement assez long. Ça peut être très chronophage, ça peut être fatigant, éprouvant. Travailler dans les meilleures conditions possibles avec les experts comptables, pour nous, c'est essentiel. Parce qu'on ne fait pas de deal sans expert comptable. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur tout au long de l'année qui va suivre. Et tu as dit un truc important, Florian, au tout début de la présentation. Tu as dit que finalement, l'expert comptable, c'est le tiers de confiance. Et en fait, il y a un besoin accru de confiance dans un cadre de transaction, puisque finalement, compte tenu de l'asymétrie d'information entre l'acquéreur qui ne connaît pas la société, ou qui la connaît très peu et superficiellement, et le vendeur qui connaît vraiment le détail, mais pas tout le temps, en fait, n'est pas capable de tout le temps analyser toutes les fluctuations de sa rentabilité ou tous les soldes de son bilan. L'expert comptable va vraiment être l'interlocuteur, le facilitateur Ouais. et le prestataire de confiance dans le cadre de toutes les discussions autour des chiffres. De la réception de la LOI, on va dire la compréhension des agrégats sur lesquels ont été établis la proposition de l'acquéreur, jusqu'à la signature du protocole, et même dans le post-closing sur la détermination du prix final. L'expert comptable est vraiment le garant de la fiabilité des chiffres. Il n'y a pas de certification, ce n'est pas une mission normée, mais pour autant, c'est vraiment le regard expert qui est crucial pour que la négociation se produise, en fait, et que le processus aboutisse. Il n'y a pas de transaction sans confiance dans les chiffres. J'ai une mission particulière en tête qui ne peut pas aboutir, puisque finalement, le vendeur n'est pas capable, n'est pas disposé, n'a pas les systèmes de gestion en place pour produire un BFR mensuel. Donc, c'est vous dire, et donc, on parle d'une société qui a un EBITDA positif, qui souhaite se vendre, mais qui n'est pas capable de produire un BFR mensuel. Donc, voilà. C'est un mur, c'est quelque chose qui empêche la transaction. Et c'est votre rôle de produire une information de confiance. Donc, merci de votre attention. Moi, je vous laisse cette présentation à la suite de ce webinaire. Je vous invite à nous contacter pour toute question. Évidemment, on reste à votre disposition. Florian et moi, vous avez les liens vers nos profils. Vous avez le lien vers l'email de Claire pour tout besoin relatif à l'ordre. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre participation. Merci à tous. Au revoir.